Alors aujourd'hui, donc, on a le plaisir d'avoir avec nous Stéphane Douady, hein, qui est directeur de recherche au CNRS. Stéphane fait ses recherches au laboratoire matières et systèmes complexes de l'université Denis Diderot, dans l'équipe dynamique des systèmes complexes, c'est bien ça? Quelque chose comme ça, oui. Oui. Et dynamique des systèmes hors équilibre, pardon, j'ai des notes. Stéphane, il a travaillé sur des domaines très divers, hein, l'hydrodynamique, justement les milieux granulaires et leur dynamique, aussi des problèmes assez différents de morphogénèse, hein, l'apparition de structures plus ou moins régulières dans les végétaux, par exemple les nervures des feuilles, où je me souviens quand tu étais à l'ENS, l'organisation des graines dans les fleurs de tournesol qui obéissent à des lois mathématiques assez subtiles. Donc il a travaillé sur pas mal de sujets comme ça, avec beaucoup de beaux résultats, parce que j'ai vu que tu avais eu 2 médailles CNRS, celle de bronze et celle d'argent, donc peut-être celle d'or bientôt. Hein. Et donc aujourd'hui, tu vas nous parler de, je pense que ça a rapport avec les milieux granulaires, donc le champ des dunes, hein, et certainement tu vas nous montrer qu'un chercheur ne reste pas toujours dans son bureau devant son ordinateur. Voilà, je te cède la parole, c'est à toi. Merci. Bonsoir. Donc je vais vous parler de champ des dunes. Alors je vais vous parler un tout petit peu avant de dunes, évidemment, pour savoir quand même d'où vient le champ. Et si vous avez la chance d'aller dans le désert ou de voir vous voyez des dunes, c'est en fait des formes assez particulières et que moi j'appellerais presque organiques. C'est-à-dire que vous avez une forme ici, c'est pas un tas de sable tout bête, il y a une logique dans la forme et cette logique on peut essayer de la déterminer et c'est ce qu'on a essayé de faire. Et on voit que c'est une dynamique, donc c'est pour ça que c'est souvent comparé avec des vagues. Si on a l'impression de voir quelque chose qui bouge. Vous voyez que à la fois vous voyez que c'est pas n'importe quoi. Et en même temps, si je vous demande l'exercice qui est de dire, je vous donne la photo, écrivez une description que vous pouvez donner à quelqu'un sans la photo et qui permette de deviner ce que c'est très difficile. Donc à la fois, il y a une structure particulière et en même temps, on a du mal à la décrire. Alors les dunes, c'est en fait, si on regarde le Larousse, c'est écrit comme un tas de sable formé par le vent. C'est assez simple, c'est assez triste, ça ne décrit pas sa forme. Et c'est effectivement le vent qui est essentiel. Donc voilà le cas d'une tempête. Alors là, c'est assez particulier, c'est-à-dire que le vent se retourne, il change de direction, et du coup, il est capable d'entraîner du sable à une hauteur beaucoup plus grande que d'habitude. Donc là, il vole à peu près à 1 mètre de haut, et donc c'est un peu dangereux pour la caméra. Mais normalement, le vent, il arrache les grains de sable, et il les fait voler sur une surface qui est beaucoup plus faible, qui est de l'ordre de 5 à 10 cm. On voit ça à la plage, quand il y a du vent, ça vous chatouille la cheville, mais pas beaucoup plus. Ça, c'est vraiment une tempête. Alors d'habitude, ça ressemble plutôt à ça. Donc on a le dos d'une dune, et on voit ici des surfaces un peu floues blanches, parce que c'est justement un petit peu de sable qui vole sur la surface de la dune. Alors ce qui se passe, c'est que quand le tas de sable est assez gros et quand le vent est assez grand, le vent, par inertie, il continue tout droit. Au lieu de suivre logiquement le profil de la dune, il continue tout droit. Alors en termes savants, on appelle ça un décollement de couche limite. Mais ça veut juste dire qu'il continue sur sa lancée. Et là, on peut le voir parce que les gens ont mis du fumigène dans la pente. Et la fumée, elle reste piégée. Ici, on a un tourbillon de recirculation et la fumée reste piégée. Et l'air frais arrive et continue tout droit. Et continue le profil de la dune. Ce qui se passe donc, c'est que le sable qui est entraîné ici sort et retombe dans cette bulle de circulation. Il n'y a pas beaucoup de vent et il se dépose à la crête. Donc ce qu'on observe, c'est une congère, exactement comme les congères de neige, sauf que c'est une congère de sable. Et ce qui se passe, c'est que vous avez tous observé un tas de sable. Le sable, c'est quasiment comme un liquide parce que ça remplit le récipient, comme on dit. Mais c'est un solide aussi parce que les éléments ne changent pas de voisin et il est capable de tenir une certaine force. Donc là, il a une force de gravité non nulle et il tient. Par contre, à un certain angle, il se met à couler et il s'arrête pour un angle un peu plus bas. Donc il y a un angle de démarrage et un angle d'arrêt. Et là, c'est ce qui se passe. Donc vous saupoudrez du sable en haut, dans la corniche, en haut de la dune. Donc le sable se dépose, l'angle augmente. Et à un moment où l'angle devient trop grand, ça démarre une avalanche.
Alors il y a deux fronts, il y a un front d'avalanche qui descend vers le bas, et un front qui mange la corniche, la congère, et qui finit par la vider pour déposer tout le sable sur le front d'avant. Donc cette face-là est très pentue, la face en aval du vent est très pentue, et c'est avec des avalanches, donc on appelle ça la face d'avalanche. Et c'est comme ça que la dune avance, parce que le sable est gratté à l'arrière de la dune, déposé en haut, ça descend, et donc toute la dune en fait avance un peu comme un rouleau. Voilà. Alors ça marche pour toutes les tailles de dunes, donc ça c'est une dune un peu plus grande, et on voit que la taille du dépôt, qui dépend en fait typiquement de la distance à laquelle le sable est emmené, est à peu près toujours la même. Donc ça fait une petite congère comme ça, qui se vide en faisant toujours des phases d'avalanche, les doigts. Mais il n'y a rien de dramatique. Alors les géologues, ils ont caractérisé la différentes formes de dunes depuis longtemps, surtout depuis qu'il y a des satellites pour prendre des photos de l'espace. Et donc une forme la plus simple, c'est ce qu'on appelle la barkhane, qui est un mot turc qui veut dire dune mobile, parce que c'est les dunes qui avancent le plus quand le vent est toujours constant et arrive de derrière comme ça, avec les cornes devant. C'est comme un taureau avec les cornes vers l'avant. Voilà, et là le sable est gratté à l'arrière, déposé à la corniche, ça fait une avalanche à l'avant et ça avance. Donc là, c'est une dune qui est déjà assez grande, parce que ça, c'est une route aux États-Unis. Mais c'est des dunes qui ne sont pas farouches, comme on peut dire. C'est-à-dire que s'il y en a deux, elles se tiennent par la main. Et quand il y en a beaucoup, en fait, elles se tiennent tous, elles mettent leur frontières, leur crête ensemble. Et ça fait des dunes ce qu'on appelle transversales, c'est-à-dire que la crête de la dune, globalement, est transverse au vent. Voilà. Donc ça, c'est les formes de dunes les plus simples. Et c'est des dunes qui sont très mobiles, effectivement, parce que là, c'est au Chili. Elles sont amenées sur le bord de la plage. Le vent les emmène dans l'intérieur des Andes. Et elles sont capables de monter les collines, redescendre dans la vallée, remonter en face. Donc elles se propagent assez vite. Alors la vitesse, par contre, on me pose la question, la vitesse est assez fluctuante. C'est-à-dire qu'elles peuvent rester quasiment un mois comme ça sans bouger, quand le vent n'est pas trop fort. Donc on fait une piste, la piste tout va bien, et puis il y a un jour une tempête, et là elles avancent de 10 mètres, donc elles bloquent la piste, et il faut en faire une autre. Donc quand c'est une piste, ça va. Quand c'est la route nationale 1 du Maroc, ça fait toujours des accidents. C'est-à-dire qu'il y a un panneau, attention dune, un certain virage, et parce qu'effectivement les jours de grand vent, la dune avance, et donc elle se retrouve au milieu de la route. Ça fait toujours des accidents, régulièrement. Alors, ce qui est intéressant dans ces dunes, c'est qu'elles ont aussi une taille, il y a une taille minimum. C'est-à-dire, là, vous voyez, c'est justement au Maroc, sur le bord de la plage, il y a les alizés qui prennent le sable. Là, la dune est assez grande parce qu'elle fait une avalanche, ça veut dire que le sable est vraiment déposé en haut puis coule. Donc tout le sable qui est à l'arrière est déposé devant, donc elle ne perd pas de sable. Par contre, ici, vous avez un dôme, qu'on appelle, qui n'a pas de phase d'avalanche, et ce dôme-là, en fait, il est trop petit, il va disparaître. Alors pourquoi ça disparaît ? Parce que le vent qui entraîne le sable, si on suppose qu'il y a une surface sans sable, ben le vent avance, il arrive sur du sable, par dépression, le vent est obligé de faire le tour du grain de sable. Donc il fait une petite dépression, il est capable d'aspirer le sable. Le sable commence à voler, il prend la vitesse du vent, et quand il retombe, il tape le sable et il en fait voler d'autres. Et donc petit à petit, ça augmente, donc le sable vole, prend la vitesse du vent, et ainsi de suite, et ça augmente la quantité de sable qui s'envole. Ça va bien. Jusqu'à un moment où, en fait, le vent donne tellement d'énergie au sable qu'il ne peut plus arracher d'autres grains. Ou si vous préférez, si vous mettez plus de sable qui vole, eh ben, le vent s'arrête et le sable retombe. Donc il y a une quantité de sable maximum qui peut être emmenée. Et si on regarde la distance entre quand est-ce que le vent commence à arracher le sable et puis atteint sa vitesse, la longueur, la quantité maximale de sable, ça donne une certaine longueur qu'on appelle longueur de saturation. Voilà. Et si on essaie de calculer la distance caractéristique, je fais un petit ordre de grandeur là, pour les physiciens, il y a deux forces qui comptent. Il y a une première force, c'est la gravité. On laisse tomber le grain dans la gravité, donc c'est G fois la densité du grain fois le volume du grain, donc qui va comme le diamètre au cube. Voilà. Et il y a une force qui est une force du vent, qui elle va comme justement la densité du fluide, fois la vitesse du fluide au carré, fois la section du grain, donc comme diamètre au carré. Et si on fait le rapport des deux, ça nous donne une longueur, du coup le diamètre, ça fait le diamètre fois la densité du grain,
divisé par la densité du fluide. D'accord. Et ça donne une longueur caractéristique qui, alors même que la diamètre du grain est tout petit, mais le rapport des densités est énorme. Parce qu'entre l'air et le grain de sable, il y a un facteur de 2000 ou plus, 6000 je crois. Et donc il y a un rapport énorme, ce qui fait qu'on obtient des longueurs qui sont facilement de l'ordre de 10 mètres avant que le vent se sature. Et donc on ne peut pas faire de dunes typiquement de moins de l'ordre de 5 à 10 mètres de sable. Et donc c'est dramatique, ça veut dire que pour étudier les dunes de sable, on est obligé d'aller dans le désert. On ne peut pas les utiliser en laboratoire. Alors en fait, c'était vrai jusqu'à ce qu'on trouve justement un moyen pour le faire en laboratoire, en remplaçant la densité en remplaçant le fluide. C'est-à-dire que si on prend un fluide maintenant qui est plus dense que l'air est très peu dense, mais si on remplace l'air par de l'eau est 1000 fois plus dense que l'air, et donc à ce moment-là, on réduit cette longueur caractéristique d'un facteur 1 millième. Et donc, a priori, on peut faire des dunes à l'échelle 1 millième en laboratoire. Et donc, c'est ce qu'on arrive à faire. Et là, vous avez un film historique, si j'ose dire, avec une qualité historique aussi. C'est-à-dire, c'est les premières dunes qui avancent en laboratoire. Voilà. Les petites dunes qui avancent, avec les cornes vers l'avant. Alors là, elles avancent vraiment, c'est-à-dire que d'habitude, quand on met un petit tas de sable dans le vent, ça va faire des cornes. Et puis, on a l'impression que ça avance parce que le dos avance. Mais en fait, il n'y a pas de dépôt devant. Et donc, en fait, en même temps qu'elle avance, elle disparaît. Là, si vous regardez bien, elle avance vraiment, c'est-à-dire que c'est tout qui avance en masse. Alors, donc ça marche bien, donc on a des belles comparaisons entre les dunes sur le terrain et les dunes en laboratoire. Et on peut regarder la vitesse des dunes. Donc ça, c'était Bagnol qui avait décrit ça en 1954. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Bagnol, peut-être pas. C'était un ingénieur militaire anglais qui était stationné en Égypte, et donc avant la guerre. Donc il s'ennuyait un peu, et donc il a pris sa Ford T, et il a exploré tout le désert égyptien et libyen. Donc il est connu des géographes pour ça, et en même temps il a vu plein de dunes, et il s'intéressait à comprendre la forme des dunes, et donc il a décrit il est rentré après la guerre. Pendant la guerre, il a aidé à la victoire des Anglais sur les Allemands, parce qu'il savait comment se déplacer dans les dunes. Et donc, il a formé un corps d'éclaireurs pour aller voir où étaient les Allemands, leur donner des faux signes, les attirer dans des endroits dangereux pour les tanks, disons-nous. Et donc, il a beaucoup aidé. Et après, il est rentré, quand il a été démobilisé, il est rentré chez lui, il s'ennuyait un peu. Et donc, il a construit dans son jardin une soufflerie pour regarder comment le sable transporte. Et il a mesuré tout. Et à la fin, il a écrit un livre qui est une vraie Bible sur les dunes. Il y a tout sur le transport du sable par le vent, la forme des dunes, etc. C'est superbe. Et donc, lui, il dit, le vent est turbulent à la surface de la Terre, quand les rafales arrivent. Si le vent est turbulent, ça veut dire qu'il n'y a pas d'échelle caractéristique. S'il n'y a pas d'échelle caractéristique, le vent à la sommet de la dune, en fait, il dépend que de la forme de la dune, qui est toujours la même. Donc, quelle que soit la taille de la dune, en fait, le vent au sommet de la dune est un peu plus fort qu'à la base. Il est augmenté par la compression, mais d'un facteur 1,2, 1,4. C'est pas beaucoup plus. Mais c'est toujours la même. Donc le flux de sable, qui est la quantité de sable qui peut être emmenée par le vent, est toujours le même, quelle que soit la taille de la dune. Et si on veut regarder à quelle vitesse la dune avance, eh bien on fait un petit rapport de conservation de la masse. On dit que pendant un temps t, il y a un flux qui est Q fois le temps. Donc ça, voilà. Et ce transport donc, qui est gratté à l'arrière, qui est mis à l'avant, ça correspond à une surface qui est la hauteur de ma dune fois la longueur à laquelle ça a avancé. Ça, à peu près. Et donc si on fait la vitesse, c'est-à-dire la longueur divisée par le temps, on a le flux divisé par la hauteur. Et donc typiquement, les dunes, elles vont inversement proportionnelles, la vitesse est inversement proportionnelle à la hauteur. Donc ça, c'est des mesures sur le terrain. Donc ça, c'est l'un sur la vitesse en fonction de la hauteur. On voit que ça marche bien en fonction, il y a différentes forces de vent à différents endroits. Et donc les très grosses dunes, il y a beaucoup de sable à transporter. Et donc ça met du temps, alors que les toutes petites dunes, il y a peu beaucoup de sable à transporter, donc ça va très vite. Alors du coup, on peut s'amuser à faire des courses de dunes. Voilà, il y a 2 dunes qui arrivent. Alors laquelle va gagner? C'est pas clair. Et il y a une petite dune qui arrive là. Est-ce qu'elle va les rattraper? Et en fait, non, elle meurt avant. Alors, elle meurt avant parce que les dunes, elles conservent leur sable. Le sable qui est tiré ici, il est déposé sur la phase d'avalanche, là tout va bien. Le seul problème, c'est que sur les cornes, quand on arrive sur les cornes, on a une taille qui devient plus petite que la taille limite des dunes.
Et donc sur les cornes, elle n'est pas capable de retenir le sable. Et elle perd toujours en fait un peu de sable par les cornes. Sauf s'il y a du sable qui arrive par derrière. Et donc une toute petite dune, en fait, ici, finit par perdre son sable. Et ça avance. Alors on peut s'amuser à faire des collisions de dunes aussi. Donc on fait une grosse dune qui avance lentement, et il y a une petite dune qui arrive par derrière, et regardez ce que ça donne. Tac. Ça découpe, en fait, vous voyez que la petite dune à l'avance, commence à découper la dune qui est devant. Voilà. Si vous regardez bien, il y a une toute petite dune qui se décroche. Là, il y a une petite dune qui se décroche. Là, elle découpe quasiment en 2 morceaux qui se recollent, et elle se recolle avec la précédente pour refusionner et faire une seule dune. Donc il y a des règles qui sont assez intéressantes et en fait qui permettent de comprendre un mystère qui existait, c'est-à-dire que les dunes, en fait, elles sont un peu comme nous, c'est-à-dire pour rester à taille à peu près constante, il faut qu'on équilibre les gains, c'est-à-dire ce qu'on mange, et les pertes, ce qu'on dépense. Si on mange plus que ce qu'on dépense, on grossit. Et inversement, on maigrit. On a toujours un petit problème pour rester à peu près la bonne taille. Et les dunes, c'est à peu près pareil. C'est-à-dire qu'une dune, elle perd du sable par les cornes, mais qui est à peu près la même quantité, quelle que soit la taille de la dune, parce que c'est 2 cornes, on va dire. Et par contre, plus elle est large, plus elle peut capter du sable qui vient par derrière. Donc une grosse dune, elle capte beaucoup de sable et elle en perd un petit peu. Et donc elle devient encore plus grosse. Inversement, une petite dune, elle ne capte pas beaucoup de sable et elle en perd. Et donc elle en perd plus qu'elle n'en gagne, et donc elle fond. Et donc il y a une taille d'équilibre, mais elle est instable. C'est-à-dire que si on est un peu plus gros, on devrait continuer à grossir, et si on est un peu plus petit, on devrait continuer à diminuer. Et donc en fait, dans le désert, ce qu'on devrait voir, par exemple, loin de la plage du Maroc, ce qu'on devrait voir, c'est une dune absolument énorme qui absorbe tout le sable, et puis toutes les autres qui viennent la nourrir. Et en fait, ce n'est pas ça qui se passe. Ce qui se passe, c'est que sur des centaines de kilomètres, donc de l'ouest du Maroc, qui traverse tout le Sahara occidental et qui va jusqu'en Mauritanie, on a des dunes qui ont toutes la même taille à peu près. Et ça, la seule explication, c'est justement parce qu'en fait, elles sont tout le temps en train de se rentrer dedans. Comme ça. Donc elles se cassent et elles perdent des gros bouts. Et donc en fait, elles grossissent, et puis elles cassent. Et donc ça fait finalement une forme d'équilibre de taille de dune. Bon, mais ça, c'est la forme. Alors, il y a aussi d'autres choses qui perturbent les dunes, c'est que même les dunes qui sont comme ça, donc là, vous voyez une belle dune en forme de croissant, ce qui vous indique que le vent typiquement vient de là. Donc c'est pareil, c'est au Maroc, les alizés. Et ça, pour vous donner l'échelle, ce n'est pas un cheveu sur la photographie aérienne, c'est aussi la route nationale numéro 1 du Maroc. Voilà. Et donc la dune, elle fait 500 mètres de large sur 50 mètres de haut, typiquement. Et là, vous voyez que le vent, en fait, au lieu d'être dans cette direction-là, il a tourné dans cette direction-là. Parce que toutes les phases d'avalanche, elles sont tournées vers là. Et si vous zoomez ici, vous voyez que la dune qui était normalement comme ça, elle s'est coupée en 2 bouts. Il y a un petit bout là qui est prêt à partir, et il y a un autre bout ici. Donc de temps en temps, même dans les endroits où il y a des alizés, il y a des tempêtes. Et c'est ce que je vous ai montré le premier film. Et ça retourne toutes les phases d'avalanche. Et là, il y a un flux de sable énorme. Alors, il y a un flux de sable énorme parce que normalement, ça, c'est une forme qui est quasiment une forme aérodynamique. Vous voyez que la dune, elle avance avec le vent, mais si vous vous mettez dans le repère du vent, en fait, la dune, elle avance dans l'autre sens, et c'est une forme comme une forme d'aile delta d'oiseau. Donc c'est une forme très profilée, et qui normalement va bien. Et si vous changez la direction du vent, c'est plus du tout profilé, et c'est là aussi tout d'un coup le sable se met à exploser. Bon, ça c'est la vie des dunes, qui est relativement riche, comme vous pouvez le voir. Et ce qui se passe, c'est que cette dune-là, donc nous on est allé l'étudier, cette dune-là a la particularité de chanter. Donc là, c'est à vue, quand c'est toujours très joli, les dunes c'est toujours très joli vue d'avion ou vue de satellite. Et quand on est au niveau du sol, on est un peu comme la fourmi au milieu de l'herbe, c'est-à-dire on ne voit pas grand-chose. C'est tout plat. Et là, vous voyez, là je suis monté sur la dune d'en face, donc j'ai quand même une petite vue sur cette méga barcade. Et donc, elle fait à peu près 50 mètres de haut, et là, il y a toujours des belles phases d'avalanche. Et cette dune-là, donc, elle a la particularité de chanter. Est-ce que vous avez déjà entendu du chant des dunes? Oui? Non? Alors voilà, un chant de dune, si ça marche. Quand vous voulez. Alors ça, c'est moi, hein, c'est pas la dune. Voilà. Donc, je suis en bas de la dune, et je crie aux autres, à 50 mètres de haut, là, de descendre. Donc là, vous l'entendez, il répond, hein, qu'est-ce qu'il y a? Je n'entends pas. Là, il y a un peu de bruit de vent. Et voilà le son que ça fait.
Alors ce qu'il faut bien voir, c'est que c'est un son qui est assez puissant. C'est-à-dire que justement, je me suis laissé en train de crier au début. Vous vous rendiez compte que c'est avec le bruit du vent, que c'est un enregistrement où il n'y a pas d'amplification, il n'y a aucun traficage. Donc je suis avec ma petite caméra de touriste et je dis allez-y, descendez, et voilà ce qu'on entend. Donc c'est un son qui est absolument énorme, en fait. Il fait 110 décibels. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Là, il n'est pas très fort parce qu'ils sont encore à 50 mètres. Et à fur et à mesure qu'ils descendent, l'amplitude du son va monter. Parce qu'il se rapproche de moi. Alors 110 décibels, c'est le bruit d'un petit avion qui vous passe au-dessus. Et comment est-ce qu'on s'en est rendu compte? Bon, je baisse déjà un peu là. Comment est-ce qu'on s'en est rendu compte? C'est que moi j'ai mis l'oreille dans la dune de sable pour voir si on entendait, et ça m'a fait mal à l'oreille. Et la seuil de douleur dans l'oreille, c'est 120 décibels. Et après, on est retourné avec des dBmètres et on peut mesurer effectivement 110, 115 décibels sans aucun problème. Donc c'est un son qui est vraiment énorme et qui est basse fréquence. Vous entendez, c'est un son soutenu. Voilà. Et qui est basse fréquence, là qui est de l'ordre de 110 Hz. Et si on calcule la distance, la longueur d'onde, la vitesse du son dans l'air, c'est 330 mètres par seconde. Vous savez que s'il y a un éclair, il faut compter 3, et au bout de 3 secondes, le son a fait à peu près 1 km. Ça permet de savoir à quelle distance est l'éclair. Et là, donc avec à 100 Hz, si vous calculez la longueur d'onde, c'est 3,3 mètres. Et c'est beaucoup plus grand que la distance entre vos deux oreilles, normalement. Même pour les éléphants. Hein. Et donc, on ne peut pas savoir d'où vient le son. Si je vous mets ce son-là, vous êtes baigné dans le son et vous ne savez pas d'où il vient. Et en fait, c'est pour ça qu'il n'y a qu'un caisson de basse et qu'il n'y a pas besoin de plusieurs caissons de basse dans une salle. Et le seul moyen de savoir d'où il vient, c'est en fait de se promener, de se dire « Ah là, j'entends moins bien, je me rapproche, ah là, le son est plus fort, voilà, là, le son est très fort. » Il y a un petit problème de contact. Et donc, je sais que le son vient de là. Et donc, si on fait ça, on se rend compte en fait que le son, il vient justement de la partie d'avalanche. C'est-à-dire qu'il descend dans une avalanche et ça fait ce son-là. Alors, si maintenant je montre une image fixe, comme ça, j'ai le film. Hein. J'ai le film où on voit mes collègues qui descendent. Alors, ils mettent 4 minutes 30 à descendre, ça fait un bon morceau. Et la première fois que je suis revenu au laboratoire, on est tout excités. Donc, on a mis la caméra, on a mis l'écran, on a mis les enceintes, et je dis, regardez, on trouve un truc superbe. Les gens regardent le film et disent, mais il ne se passe rien sur votre film. Et en fait, c'est parce que ce qui est intéressant, ce n'est pas l'image de 4 personnes qui descendent. Ce qui est intéressant, c'est le son. On a tellement perdu l'habitude d'écouter le son et de regarder l'image qu'en fait, ils ne se sont pas rendus compte qu'il y avait un son intéressant. Donc là, vous avez que le son. Et maintenant que vous avez vu, vous savez qu'il faut écouter le son, je pourrais vous montrer l'image. Alors là, donc là, il arrive vers la fin, il pousse du sable, ça fait du son un peu différent. Vous écoutez. Donc c'est un son qui est assez bizarre, parce que comme il est basse fréquence, on ne sait pas vraiment d'où il vient. Et on a beau regarder autour, dans le désert, on entend, ce qu'on entend, c'est le bruit du vent dans les oreilles. Et là, il n'y a pas de troupeau de 4x4 qui arrive, il n'y a pas d'avion qui passe non plus. Il y a juste ce son-là qui est énorme. Voilà, là, il fait un peu propre. Voilà, alors le son, ce son, dans cette dune-là, il peut être assez pur. Donc vraiment comme une voix. Bon. Et typiquement, ce qui est aussi très remarquable, c'est qu'il fait à peu près toujours la même fréquence. Donc 110 Hz. Et là, il y a le maximum de variation de fréquence qu'il fait, il va faire un demi-ton. Donc là, vous me voyez en train de descendre la dune, voilà, c'est pas très excitant. Vous avez entendu? Il fait bouh, bouh. Je refais. Voilà, c'est un demi-ton. C'est pas énorme comme différence, c'est un peu le maximum, mais des fois, il est très pur, et des fois, il peut être rugueux. Donc il y a la même séquence là de demi-ton, et après, il y a une séquence plus tardive où on entend le son qui est plus rugueux. Il fait rrrr. C'est un brrrr. Donc typiquement, quand les gens entendent ce son-là, et là, vous voyez le sable qui coule. Là, typiquement, quand les gens entendent ce son-là, on pense plutôt à un bombardier américain. Pourquoi? Parce qu'en fait, les bombardiers, c'était toujours des avions à hélice. Et l'hélice, elle tourne à une certaine vitesse. Elle fait beau, elle fait un son comme ça. Et par contre, si le vent varie, elle va un peu plus vite. Elle fait beau, elle dépend un peu de la turbulence. Et maintenant, si vous avez deux hélices, elles n'ont pas exactement la même turbulence. Donc elles vont fluctuer en fréquence.
Et ces fluctuations en fréquence, elles ne sont pas exactement synchronisées. Du coup, si le son a exactement la même phase, le son s'additionne, il devient plus puissant. Par contre, si le son est en opposition de phase, et ben le son s'annule et ça fait un battement, ce qu'on appelle un battement. Donc voilà des belles courbes de mesure. Donc ça, c'est un son qui est très pur. Et là, c'est un son où il y a des battements. En fait, vous entendez moins, vous entendez la fréquence double là, et de temps en temps, vous n'entendez plus grand-chose. Alors nous, maintenant, on décrit ça comme un bombardier américain, mais en fait, ça veut bien dire, c'est comme pour décrire les formes, on se ramène toujours à une forme qu'on connaît. Là, pour décrire les sons, on se ramène à un son qu'on connaît. Et donc, par exemple, si vous êtes à l'époque de Marco Polo, les moteurs n'existaient pas encore, et encore moins les avions. Et du coup, la comparaison, quand il traverse la route de la soie par le désert pour arriver en Chine, il dit il y a un désert qui est dangereux parce qu'il y a les dunes, enfin, dans le désert, il y a des esprits qui font du bruit, qui font beau comme ça. Et donc, si on s'écarte de la caravane, on peut croire que quelqu'un vous appelle, et vous allez dans cette direction-là, et ce n'est pas la bonne, vous êtes perdu, ça c'est dangereux. Et inversement, de temps en temps, c'est le bruit, ce n'est pas un bruit d'appel, c'est un bruit de cavalcade. De cavalcade, et donc vous pensez que c'est des brigands qui attaquent, vous partez dans la direction opposée, ou alors c'est un bruit encore plus rugueux et puissant, et vous pensez que c'est, à l'époque, le bruit d'une bataille. Donc il faut imaginer que c'est le bruit de gens qui se tapent dessus, avec les chevaux et tout. Ce qu'on ne connaît plus, heureusement, après, on connaît d'autres sons maintenant, mais pas ceux-là. Alors, ce qui est intéressant, c'est de savoir, d'essayer de comprendre d'où vient ce son. Et surtout, par exemple, c'est un son donc vous avez une fréquence qui est bien définie, qui est un bo, et qui est un son soutenu. Ce n'est pas une percussion. Alors, pour comparer ça, on peut se demander comment est-ce que ça se compare justement avec les sons. Donc, il y a la voix, et puis typiquement, il y a les instruments de musique. Alors, les instruments de musique, on les classe typiquement en cordes, percussions et vent. Mais en tant que physicien, en fait, je les classe en instruments qui ont une dimension, 2 dimensions ou 3 dimensions. C'est-à-dire que les cordes, c'est essentiellement un instrument à une dimension, c'est la corde. Et le reste, en fait, c'est pas ce qu'on appelle une caisse de résonance. C'est pas un vrai terme, c'est pas une résonance en réalité. On pourrait dire que c'est une amplification, mais c'est pas une amplification non plus. En réalité, c'est un adaptateur d'impédance. C'est-à-dire que la corde, quand elle vibre toute seule, elle bouge pas beaucoup d'air, donc elle ne fait pas beaucoup de son. Par contre, on lui met un chevalet ici, on lui met sous le chevalet, on met une petite barre en bois qui s'appelle lame de violon et qui appuie sur la caisse du fond. Et quand la corde vibre, en fait, elle fait vibrer le chevalet qui fait vibrer le morceau de bois qui fait vibrer la caisse. Et du coup, la caisse, elle, quand elle vibre, elle fait bouger beaucoup d'air. Donc même si on a de la perte d'énergie mécanique de la vibration, en fait, l'énergie mécanique est transmise à quelque chose qui est beaucoup plus efficace pour faire bouger l'air, et donc on arrive à entendre un joli son. C'est pour ça que ça, c'est un violon d'entraînement, donc on a enlevé la caisse, tout simplement. Donc on ne dérange pas les voisins comme ça. Donc typiquement, les instruments à 2 dimensions, c'est des percussions, et les instruments à 3 dimensions, c'est des vents. Alors là, on triche un peu, hein. C'est-à-dire qu'en fait, la troisième dimension, on essaie de réduire 2 dimensions pour la ramener à un tube, donc quasiment à 1 dimension, un peu large. Alors si on regarde comment ça marche, donc en fait, les cordes, ça peut être vu comme des percussions. C'est-à-dire si on joue de la guitare, on fait bing, donc on percute la corde de la guitare, on a un son mais qui disparaît. Donc c'est pas un son soutenu, ça ne nous va pas. Pour faire un son soutenu, ce qu'il faut utiliser, c'est un archet. Et un archet, ce qu'il fait, c'est qu'en fait, il grince sur la corde. Donc le grincement, je ne sais pas si vous connaissez tous. Hein. Ah, j'y arrive pas. Si, un peu. Voilà. Ça, c'est des grincements. Qu'est-ce que c'est un grincement? C'est ce qu'on appelle une instabilité de collage-glissement. Donc je frotte, donc je m'appuie sur la table, il y a un frottement, donc je retiens, je pousse. À un moment, ça lâche, comme l'angle d'avalanche. L'angle devient trop grand, ça lâche. J'avance. En avançant, je réduis ma force. Du coup, je m'arrête. Et après, je redémarre, et ainsi de suite. Donc, c'est des séries d'avancées et de recul. Alors, quand on fait ça, un grincement, typiquement, ce n'est pas un joli son. C'est vous connaissez tous les grincements de craie, je ne vous en fais pas un. Les grincements de craie, les grincements de pneus, ce n'est pas des sons qui sont très jolis. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le grincement, donc on tire sur la corde, il y a un moment, ça lâche.
Donc ça commence à glisser, puis ça se recolle. Et pendant qu'on lâche, on fait une onde sur la corde. Et quand l'onde revient, si on a tiré à la bonne vitesse, c'est juste le moment où on a envie de relâcher. Et donc l'onde qui revient refait lâcher le glissement. Et donc ce qui se passe, c'est qu'on a une instabilité qui n'est pas très propre, un grinc, mais qui se couple avec quelque chose qui est très propre, qui est la corde, qui est un résonateur, qui a une fréquence qui est bien définie. Et du coup, normalement, les deux se parlent bien. Alors, pour vous faire, alors, quand on fait ça avec un violon, on entend une note, si on est doué, hein, on entend pip. Si on n'est pas doué, si on est un apprenti, ça fait justement, on n'arrive pas à mettre les deux d'accord, ça fait un son absolument affreux. Mais on entend la note, on n'entend pas les glissements séparés. Alors j'avais chez moi une porte qui grinçait très bien, et avant de mettre de l'huile, je l'ai enregistrée. Et donc si vous allez très lentement, vous pouvez entendre les tacs séparés, les glissements séparés. Donc ça fait un tac, tac. Donc vous allez entendre les tacs, tacs séparés, puis je vais aller de plus en plus vite. Et à ce moment-là, il y a un moment où l'oreille n'arrive plus à distinguer, c'est assez intéressant, l'oreille n'arrive plus à distinguer les éléments séparés les uns avec les autres. Quand ils se rapprochent et qu'ils sont à peu près à 1/10 de seconde d'écart, on n'arrive plus à les distinguer. Par contre, quand ils sont plus près, on ne les distingue pas, mais ce qu'on entend, c'est le temps entre les deux tacs. Et le temps entre les deux tacs, ça veut dire qu'on entend la note. Donc on passe d'une perception de tac, tac, tac séparés à et on entend la note. Vous allez voir. Écoutez bien. Voilà. On l'a fait, vous avez entendu? C'est pas séparé ça. Alors le son est assez joli là en fait, c'est pas un grincement affreux. Pourquoi? Parce qu'on a la même chose qu'un violon. C'est-à-dire qu'en réalité, les tacs, ce qu'ils excitent, c'est les modes de vibration de la porte. Et donc on entend plusieurs notes et qui sont en fait les différents modes de vibration de la porte. Donc là on a déjà un instrument de musique comme un violon. Donc on a déjà quelque chose qui refait repartir l'instabilité à faire ça. Alors je ne devrais pas vous parler des percussions, parce que justement ce n'est pas des sons soutenus, mais je ne résiste pas au plaisir. Et donc les percussions, c'est des éléments... Alors pourquoi est-ce que c'est joli aussi une corde? Pourquoi est-ce que les cordes c'est joli? C'est qu'en fait donc, on a une corde qui est accrochée au debout, et vous avez vu que normalement quand on la fait vibrer, le mode de vibration fondamental, c'est la corde qui monte et qui descend. Donc il fait une demi-période, une demi-période. Et ça, si on regarde le temps de la vitesse, il y a une certaine vitesse du son, ça nous donne une certaine fréquence. Si on regarde le mode d'après, je suis toujours accroché. La seule possibilité que j'ai, c'est de rajouter une demi-période. Et à ce moment-là, je suis à demi longueur d'onde ici. Et donc si je fais l'aller-retour, je mets 2 fois moins de temps. Et donc ma fréquence, c'est bien le double de la fréquence de base. Donc, et après, je continue. Hein, j'en fais 3. Pardon, j'aurais fait un peu à la distance. Voilà. J'en fais 3, je n'aime pas bien dessiner. Et du coup, j'ai une fréquence qui est triple. Donc ça fait que quand on tire une corde, on n'a pas un beau mode de vibration, on a un mélange de modes de vibration. Mais tous les modes de vibration sont harmoniques les uns avec les autres. Ce qui fait que le son est toujours très joli. Donc c'est des instruments antiques de base, en fait. Donc une corde, ding, ça fait toujours un son parfait. Maintenant, quand on a des cymbales, par exemple, on a des modes de vibration qui sont dans les deux directions. Et donc, on a un mode de vibration radiale ou transverse, et ça fait en fait des figures qui sont beaucoup plus compliquées. Et des fréquences de vibration aussi. Et quand vous avez une cymbale comme ça, une plaque circulaire, donc les modes sont assez jolis à voir, mais il n'y a aucune raison que les fréquences propres en fait soient harmoniques les uns avec les autres. Et donc, ce n'est pas des rapports rationnels simples, et du coup, ça ne sonne pas bien, comme dirait Pythagore. Donc je vous fais avec une plaque. Ça fait pas un joli son. Ça fait bling, typiquement. Voilà. Et ça, c'est parce que tous les harmoniques qu'on excite, en fait, ne sont pas dans des rapports harmonieux. Alors tous les gens qui dessinent des cymbales, l'art de dessiner des cymbales ou des cloches, c'est en fait de faire varier l'épaisseur localement. Et donc quand on fait varier l'épaisseur à un endroit, on ne change pas la fréquence du mode fondamental. Par contre, on change la fréquence du mode plus élevé. Et donc on arrive, en fait, en changeant la forme et en changeant les épaisseurs,
à changer les rapports de fréquence des différents modes, et du coup avoir un son qui est joli. Mais donc c'est tout un art qui était secret pendant très longtemps. Voilà. Alors pour les vents, il y a deux types de vents. Il y a deux types de vents. Il y a, en fait, pour un physicien, il y a les vents qui sont les vents de Kármán et les vents qui sont des Bernoulli. Alors on va appeler ça les flûtes, les anches et les embouchures, mais ça c'est des Bernoulli. Alors les vents de Kármán sont assez faciles. Vous vous rappelez que derrière la dune, quand le vent va trop vite, ça fait un tourbillon. Donc c'est exactement ce qui se passe. C'est-à-dire que si vous bougez un objet comme ça dans l'air, si vous allez lentement, l'air fait le tour et se recolle. Si vous allez un peu trop vite, l'air fait deux tourbillons derrière. Et si vous allez trop vite, le frottement de l'air sur les tourbillons fait qu'il entraîne les tourbillons. Alors un tourbillon, c'est ce que vous voyez sur les satellites. Hein, vous avez des tempêtes qui arrivent, c'est des gros tourbillons. Et avec la vitesse de rotation, vous avez une surpression à l'extérieur et une dépression à l'intérieur. Donc c'est des variations de pression. Donc si vous avez des tourbillons qui se décrochent périodiquement, ça vous fait des variations de pression périodiques, ça vous fait un son. Donc ça, c'est l'instabilité de von Kármán. Et typiquement, ça va dépendre, la fréquence qu'on entend dépend de la taille du cylindre. Donc si vous avez des fils, c'est ce qu'on entend, les fils télégraphiques qui sifflent, je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça, avec le vent, il y a des fils qui sifflent, c'est le fil qui vibre parce qu'il y a les décrochements de tourbillons derrière. Donc si vous prenez un petit cylindre, hein, et vous le faites, là vous entendez le son, il n'est pas très joli, mais bon quand même. Vous faites une tige un tout petit peu plus grande, vous voyez le son est un peu plus grave. Voilà. Si vous prenez beaucoup plus gros, le son est plus grave. Et donc, là, vous pouvez calculer. Donc, voilà comment ça marche. Et ce que vous faites quand vous faites des flûtes, c'est que vous faites le vent sur un bord, hein, par une flûte de pan. Vous faites le vent sur le bord. Et du coup, vous décrochez vos tourbillons périodiquement. Et là, vous avez la même chose que pour le violon. Donc, vous avez un sifflement comme ça, qui n'est pas très joli, mais qui est couplé à un résonateur, donc un tube d'une certaine longueur. Donc, le son se propage, il rebondit, il revient. Et quand il revient, il redécroche, il aide le décrochement d'un tourbillon. Et donc les deux, l'instabilité qui n'est pas très propre et le résonateur, font un son qui est joli. Et donc on module la longueur du tube et on a des notes de fréquence différentes. Voilà Bernoulli. Alors Bernoulli, c'est comme quand on siffle. Hein. Non, von Kármán, pardon, c'est... Voilà, je siffle et je change le volume. Là, je résonne, en fait. Le son est beau parce que je résonne avec le volume de la bouche. Donc je change le volume de la bouche. Voilà, c'est tout sifflé. Maintenant, Bernoulli, c'est autre chose. Alors j'ai oublié d'amener du papier. Qu'est-ce que quelqu'un a 2 feuilles de papier? Une feuille de papier coupée en 2. Tiens, il y a plusieurs feuilles. Ah, merci. Voilà. Bernoulli, c'est une autre propriété qui est que quand c'est lié à la pression aussi. Quand vous avez un écoulement, par exemple, vous avez un tube ou une rivière qui se rétrécit. Vous avez une conservation de la quantité, de la quantité qui passe. Donc, si vous avez une certaine vitesse que ça se rétrécit, vous êtes obligé de la faire aller plus vite pour faire passer le même flux. Et donc la rivière, elle va aller plus vite au milieu. Et en fait, si elle va plus vite, elle crée pareil une force de pression qui est la même que celle qui aurait fait accélérer le liquide. Et donc en fait, il y a une dépression au milieu, comme pour aspirer le liquide dans la zone de convergence. Donc ça, c'est ce qu'a découvert Bernoulli il y a longtemps. Donc là où vous avez des rétrécissements où la vitesse accélère, la pression diminue. Donc c'est pas très intuitif, mais c'est assez important. Et c'est comme ça qu'on mesure, en fait, par exemple, la vitesse dans les liquides. Et les fameuses sondes Pitot, là, qui ont eu des problèmes dans les Airbus qui venaient du Brésil, c'est comme ça. C'est qu'on met à l'avant de l'avion un petit tube, il y a le vent qui passe à côté, et le vent crée une dépression, on mesure la dépression, et ça donne à quelle vitesse l'avion va faire le vent. Et donc, si je le fais entre 2 feuilles comme ça, voilà ce que ça donne. Donc, ça ne fait pas un son qui est très joli. Et ce qu'on entend, c'est comme un grincement. Ce qu'on entend, c'est qu'en fait, je souffle. Entre les 2 feuilles, tout va bien. Sauf que quand c'est passé entre l'étranglement des 2 feuilles, ça fait une dépression. Ça colle les 2 feuilles ensemble. C'est le tac qu'on entend. Et après, il n'y a plus d'espace, je pousse. Donc, ça se rouvre pour laisser passer l'air. Ça fait une dépression. Ça toque, et donc on entend le tac-tac-tac des feuilles de papier ensemble.
Voilà. Mais ce n'est pas un son qui est très joli. Et donc, c'est exactement ce qui se passe quand dans les embouchures ou les anches. On fait passer l'air entre l'anche et l'embouchure, ou entre les deux anches pour les hautbois, ou entre les lèvres pour les tubas et trompettes. Et ça fait coller, ça fait se fermer régulièrement l'air, puis ça se rouvre, ça se referme. Donc on a des tac, tac, tac de fermeture. Donc ça ressemble vraiment au grincement. Alors je vous fais une trompette sans trompette. Voilà. Ça, c'est mes lèvres qui font pap, 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 qui se ferment régulièrement avec la vitesse du son. Alors le son n'est pas très beau, parce que là, ça n'arrive pas à résonner dans ma bouche. Par contre, je mets un résonateur derrière. Voilà. Donc le son, on va dire, est un peu plus joli. Mais en fait, il n'est pas encore très beau. Alors là, j'ai une question piège, là. Vous avez un examen, un hétéro-écrite, surprise, je veux dire. J'enlève, vous imaginez que j'enlève, vous voyez, tous les instruments se démontent, là, et donc j'enlève le haut de l'instrument. Et donc là, on voit qu'il y a un angle, et donc c'est une flûte. Là, on voit qu'il y a une hanche, et donc c'est là, premier un Verne Kerman. Là, on voit qu'il y a une hanche, et donc on sait que c'est un Bernoulli, mais je les enlève. Imaginez que vous avez les instruments sans les bouts. Et je vous demande, est-ce que c'est des Von Kerman ou un Bernoulli? Est-ce que vous êtes capable de me dire oui? Lequel est lequel? Il y a un indice quand même. Non, personne ne trouve. Eh bien, c'est que les Von Kerman, ils sont droits, alors que les anches ou les embouchures, elles ont un pavillon en bas. Elles ont toutes un pavillon. Alors, vous pouvez vous demander pourquoi? Eh bien, c'est parce que les flûtes, en fait, vous savez, vous voyez, vous faites un décrochement de tourbillon auprès d'une hanche. Vous avez votre tourbillon qui se décroche, et à l'autre bout du tube, c'est ouvert. Et donc, en fait, par rapport à une corde qui est coincée, vous êtes dans des modes de vibration, de pression, sauf que en fait, c'est ouvert d'un côté, donc vous avez une vibration maximale, et c'est ouvert de l'autre. Vous avez une vibration maximale. Entre les deux, ce que vous faites, le premier mode le plus simple, c'est pareil, une demi-longueur d'onde, ça bouge comme ça. Donc on va dire F0. Le mode suivant, je rajoute une demi-longueur d'onde, et donc là, j'ai deux fois la même chose, c'est 2 F0. C'est pareil. Et ainsi de suite. Donc c'est comme la corde, sauf qu'au lieu d'être fermé, c'est ouvert. Voilà. Donc là, j'ai 3 F0. Et donc, en fait, les flûtes, c'est aussi l'autre instrument antique de prédilection. Ça fait un son qui est harmonieux, toujours. Maintenant, vous regardez mon tube, et vous allez me dire, mon tube, il ne sonnait pas bien. Je suis vexé. Et en fait, c'est parce que le tube, vous êtes en train de clapper. Si vous êtes en train de clapper, vous êtes presque tout le temps fermé. Donc vous avez une condition, en fait, qui est fermée. Et l'autre bout, vous avez le tube est ouvert. Et donc, vous êtes une condition ouverte. Donc, le premier mode possible, en fait, il est un quart de longueur d'onde. Donc là, on va dire c'est lambda sur 2. Là, c'est lambda. Il y a lambda sur 4. Donc ça, on va dire que c'est F0. Le mode suivant, on rajoute une demi-longueur d'onde. D'accord? Et donc, en fait, il a 3 lambda sur 4. Et donc, ça veut dire qu'il y a 3 F0. On est tout de suite l'harmonique 3, on n'arrive pas à faire l'harmonique 2. Et c'est ça qui fait un son qui est un peu particulier. On n'a pas un beau qui est beau, on a tout de suite un son bizarre. Et c'est un grand problème, ça. C'est-à-dire que vous avez un clairon, c'est-à-dire juste une embouchure, un tube, d'accord? Vous n'êtes pas capable de faire ta-ta, 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 ta. Parce que pour faire ça, vous êtes obligé de faire une octave. Donc un clairon sans embouchure n'arrive pas à faire d'octave. C'est triste. Alors là, par contre, le pavillon permet de faire ça. Alors pourquoi? Parce que le tube, je vous ai dit que c'est du 3D, mais on se ramène à 1D en trichant. En réalité, c'est sur la corde, qu'est-ce qui donne le son? C'est qu'on a une vitesse qui se propage. Et donc là, ça fait demi-tour, c'est simple. Maintenant, quand on a un tube, on pourrait dire c'est la vitesse du son qui se propage. Oui, sauf qu'en fait, le son peut faire des allers-retours sur les côtés. Il se dévie d'une certaine manière. Et ça veut dire que globalement, si on fait du bruit, on va avoir un son qui se propage plus lentement, plus le tube est large. Donc ça fait une correction à la vitesse du son. Et ça, c'est pour ça que les trous, en fait, les trous dans une flûte, ils ne sont pas à des rapports harmoniques simples comme une corde. Si vous preniez une corde de guitare et que vous l'appuyez au milieu, ça fait exactement la fréquence double. Mais si vous faites une flûte, vous avez un trou, vous faites le trou au milieu, ça ne fait pas la fréquence double.
Parce qu'il y a ce décalage dû au diamètre d'ouverture des choses. Donc c'est plus compliqué à calculer. Donc ça ralentit la vitesse du son. Mais du coup, ça dépend du diamètre. Si maintenant vous faites des diamètres variables, eh ben, la vitesse du son varie continuellement. Et ça fait exactement comme un effet mirage. Si vous avez la lumière, vous savez que la lumière avait une certaine vitesse. Un mirage, c'est quoi? Elle a une certaine vitesse parce qu'il y a une certaine densité, densité de la matière. Et quand elle arrive à un endroit avec une densité différente, l'indice optique change. Donc la vitesse est toujours la même, comme dirait Einstein. La densité change et donc ça fait une réflexion. Ça fait un changement d'angle. Si c'est très chaud sur le sol, le changement d'angle est suffisant pour en fait que ça reparte et que vous voyez le ciel. C'est pour ça que vous imaginez votre ciel. Et là, c'est exactement ce qui se passe. Donc là, vous ralentissez et ça ralentit tellement qu'en fait, ça fait comme si ça rebondissait et ça repart en arrière. Donc par effet mirage, ce que vous arrivez avec le pavillon, c'est avoir une partie qui est comme si c'était une partie fermée avec le son qui rebondit. Alors si on a un instrument sans pavillon, on peut le boucher, on aura un son qui est joli, mais on n'entend pas grand-chose parce qu'il est bouché. Par contre, avec le pavillon, on a le même effet acoustique qui soit bouché. Par contre, on a le son qui sort. Et donc à ce moment-là, si on est bouché, on revient à comme la corde, c'est-à-dire qu'on est fermé au debout, et on a de nouveau des sons harmoniques, et on peut enfin faire l'octave au clairon. Donc tout va bien. Et ce qui est spécial aussi, si vous regardez bien, donc là, vous avez une clarinette, ou un hautbois, je ne sais plus, et vous voyez que le corps est en ébène, parce qu'il faut que ça soit assez solide quand même pour tenir le son, mais tous les pavillons, ils sont en métal. Donc, typiquement, on va appeler ça les cuivres, par exemple. Alors pourquoi? C'est parce que si on le faisait en bois, en fait, ça craquerait. Pourquoi? Parce que là, on a le son qui ralentit, et ça ressemble exactement à ce qui se passe quand on a une vague qui arrive sur la plage. Quand la vague arrive sur la plage, en fait, la vitesse, elle dépend de la hauteur de la profondeur, donc ici de la largeur, on va dire un petit peu, en fonction des zones. Et ce que ça fait, c'est que ça fait que les vagues déferlent. Alors si vous avez une onde qui arrive, elle va commencer à déferler. Sauf qu'en fait, il n'y a pas des parties de vitesse, de son qui arrivent au-dessus de l'autre. Ce que ça fait, c'est quand ça déferle, quand ça commence à déferler, ça fait une onde de choc. Donc elle devient raide et à la fin, elle fait même carrément une onde de choc. Et l'onde de choc, c'est très puissant. Et ça fait tac sur les parois latérales. Et donc si vous avez du bois, le tac finit par casser. Alors que là, vous avez du tac, des ondes de choc qui arrivent sur du métal, et le métal est capable d'encaisser. Mais c'est aussi pour ça que tous les instruments comme ça, avec pavillon, c'est les instruments les plus puissants. C'est-à-dire qu'eux, ils font 130 décibels à la sortie. Et donc, c'est pour ça que toutes les fanfares, pour annoncer que le roi arrive, parce qu'on prend des trompettes, parce que c'est ça qui porte le plus loin, mais dans les orchestres, ceux qui jouent à côté des vents, ils ont des problèmes pour ne pas être sourds. Et donc, en général, ils sont un peu éloignés, ou alors même maintenant, même des parois pour protéger les instrumentistes à côté des vents. Donc voilà. Alors si vous regardez bien, aussi les instruments anciens qui ressemblaient à ça, c'est justement, ils sont faits dans des cordes, parce qu'on a le pavillon naturellement. Et ça, c'était une trompe inca que j'ai trouvée dans un musée. Et ce que vous voyez, c'est... donc il y a une canne creuse, donc qui a le tube, et au bout, on a accroché une corde pour que ça fasse justement un joli son. Voilà. Donc on peut se demander, donc si on regarde les instruments de musique, tous les instruments de musique, alors il y a la voix aussi. La voix, je vous fais bo, donc c'est assez joli, on va dire. Et c'est un son soutenu. Alors maintenant, je vous demande la voix, est-ce que c'est Bernoulli ou Von Karman? Je fais un vote. Alors, qui vote Von Karman? Non, pas beaucoup. Qui vote Bernoulli? Ah. Bon, en fait, vous avez tout, c'est les deux à la fois. C'est-à-dire qu'en fait, la voix, alors j'essaye d'être en forme, la voix, il y a trois systèmes, donc il y a l'œsophage, il y a 3 systèmes de cordes vocales. Et en fait, on peut faire du son sur les trois cordes vocales. Donc entre les deux plus hauts, c'est typiquement les tyroliennes suisses. En gros, c'est que je passe du son là à là, en même temps que je saute. Donc il y a vraiment une extinction, puis je passe à un autre son. Donc c'est ça qui fait l'effet, et je change à une fréquence plus élevée.
Donc les deux cordes vocales plus hautes, c'est typiquement du von Karman, comme du sifflement, et ça résonne effectivement dans la gorge ou des fois un peu dans le nez. Moi, je parle un peu du nez, parce que j'ai la lunette qui reste ouverte. Bon, voilà. Et par contre, il y a la corde vocale la plus basse, qu'on n'utilise pas souvent. Qui parle comme ça. Voilà. Et là, si on écoute bien, on entend les blap, 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 blap. Voilà. Donc, les cordes vocales les plus basses sont des grenouilles. Voilà. Et donc, on a les deux, en fait, dans les cordes vocales. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, voilà, donc on a décrit à peu près tous les moyens de faire du son. Les moyens de faire du son, c'est on a une instabilité, un son soutenu. On a une instabilité qui ne fait pas un son propre, qui fait un grincement ou un clap-clap-clap, ou un sifflement pas très propre, qui résonne, qui est justement branché avec un résonateur, qui se couple et qui lui fait que l'aller-retour fait un son qui est assez joli. Alors, ce n'est pas le cas. Alors, déjà, si vous voulez sur les sons, il y a des cas qui sont plus étranges. Ça, c'est des cas simples. Si vous voulez un cas, il y a un cas qui est plus étrange, qui est celui-là. Vous avez déjà entendu ça? Ça ressemble à des didgeridoo, en fait. Et pourquoi? Parce qu'en fait, là, je fais une résonance dans le tube. Donc, je fais ma trompette avec une résonance dans le tube, mais je fais aussi une résonance à l'intérieur de la gorge. Et je peux changer la taille de la gorge comme un sifflement, alors que le son du tube ne change pas. Donc, je fais deux fréquences en même temps. Et alors, je peux faire ça en sifflant aussi. Alors, là, maintenant, je ne l'ai pas fait. Et vous avez une idée de comment je fais celui-là? Je chante en même temps, voilà. Je chante en même temps, mais les deux interfèrent au niveau du sifflement, ça fait ça. Alors si on peut faire un triple fréquence dans un didgeridoo en chantant. Et donc là, vous voyez que je peux faire des battements aussi. Je peux contrôler les battements, c'est-à-dire que je peux mettre exactement la même fréquence ou à des fréquences décalées. Voilà. Bon, passons. Donc il y a des cas compliqués, mais c'est toujours à peu près la même chose, c'est qu'il y a toujours une instabilité qu'on met avec un résonateur. Donc là, j'en mets 2 ou 3 résonateurs en même temps, mais c'est toujours pareil. Et c'était pas très propre. Donc est-ce que c'est pareil dans le cas du chant des dunes? Dans le cas du chant des dunes, vous avez une belle fréquence soutenue. Et donc, c'est ça la question. Alors, en réalité, on voit que ce n'est pas le bruit du vent. Parce qu'effectivement, donc ça, c'est déjà assez grave. C'est même plus grave que mon beau... Donc, en fait, la taille de la dune, ça fait des infrasons, vraiment infrasons. Et même les éléphants n'entendent pas ces sons-là. Vous savez que les éléphants, ils ont des grandes oreilles, ils ont aussi une grande cage thoracique. Donc, ils communiquent entre eux par infrasons. Que nous, on n'entend pas. Mais eux, ils se parlent à très grande distance comme ça. Donc là, ça ne marche pas. C'est vraiment beaucoup trop grave. Le son qui est créé derrière une dune, en fait, est vraiment beaucoup trop grave. Et c'est vraiment l'avalanche seulement qui fait le son. C'est-à-dire qu'on peut faire ça sans vent, on pousse juste du sable, ça fait le son parfaitement. Ça pourrait être un grincement. Donc ça pourrait être, par exemple, un grincement, le sable qui coule. Quand il coule sur la dune, il grince. Et du coup, ça fait soit un bruit de grincement, soit un bruit de grincement qui résonne dans la dune, par exemple. Alors là, il y a deux raisons pour lesquelles ça ne marche pas. C'est que si ça résonnait dans la dune, ça serait exactement comme la longueur, comme une cloche, par exemple. Et ce qui donne la fréquence d'une cloche, c'est la taille, comme la corde. C'est-à-dire que c'est le temps que le son fasse l'aller-retour. Si vous prenez une cloche plus grande, la fréquence est plus basse. Et donc là, si on avait une résonance dans la dune, et ben en fonction de la taille de la dune, on aurait des fréquences différentes. Ou même sur une même dune, en fonction des endroits où on tape, on aurait des sons un peu différents. Et là, ce n'est pas le cas. On a toujours exactement la même fréquence. Donc, ce n'est pas une résonance. Ce n'est pas aussi un grincement tout bête, parce que vous avez vu, si on regarde l'écoulement du sable est complètement turbulent.
Et donc, il est vraiment, pour faire un grincement, il faut une sorte de solide un peu mou qui frotte sur un autre. Si c'est liquide, ben, il n'y a pas de raison que ça grince. Et donc, c'est ça qui est super, c'est qu'on a obligatoirement une méthode de faire du son qui est originale, qui n'est pas du tout comme un instrument de musique classique. Alors, d'où est-ce que ça peut venir? En fait, pour comprendre ça, il faut revenir à comment est-ce que le sable coule. Donc, je vous ai montré la bouteille, là. Donc ça, c'est la même chose sur une expérience. Ça tient jusqu'à un certain angle, ça coule, et après, ça s'arrête pour un angle plus petit. Et si vous regardez comment ça coule, donc là, ça coule. Il n'y a que la surface qui coule, et le fond, ici, en fait, ne coule pas. Alors, pour comprendre comment l'avalanche coule, ce qu'il faut voir, c'est... Est-ce que je le mets dans ce sens-là? C'est qu'il y a effectivement ce qu'on appelle la dilatance de Reynolds. C'est-à-dire que les grains, si les grains sont compactés entre eux, si vous voulez qu'ils avancent, par exemple qu'il y ait une avalanche, en fait, ce grain-là, il est obligé de monter pour redescendre. Donc ça, c'est utilisé, effectivement. Si vous marchez sur le bord de la plage, quand c'est encore un peu humide, quand vous marchez, vous vous enfoncez, et au moment où vous vous enfoncez, le sable qui remonte autour devient sec. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand il bouge, il est obligé de se dilater, et l'eau n'a pas le temps de suivre. Et donc, en fait, l'eau reste derrière, il devient sec, jusqu'à ce que l'eau remonte par capillarité. Alors, c'est ça qui est utilisé dans certains emplâtres d'urgence. C'est-à-dire que vous mettez du sable autour, vous enlevez l'air, et donc vous le compacifiez. Et ça, une fois que vous êtes compacifié, le sable peut plus se dilater, et s'il peut plus se dilater, il devient solide. C'est comme aussi les paquets de café ou les paquets de cacahuètes sous vide. Donc là, à l'inverse, si vous voulez qu'il y ait une avalanche, il est obligé de se dilater. Et donc, il va se dilater et retomber. Donc là, vous imaginez qu'il y a toute une couche qui fait ça en même temps. Toc, toc. Quelle est la fréquence? En fait, la fréquence, vous l'obtenez ici. Ça, c'est une avalanche, donc qui est réduite à un seul grain. Ça, c'est une dune, on ne peut pas faire moins. Ça, c'est une dune qui est réduite à un nombre de grains régulier. Si vous mettez un grain dedans, vous voyez qu'en fait, ça tient jusqu'à un certain angle parce qu'il est dans le creux. Donc là, ça permet de comprendre pourquoi est-ce que tout simplement le tas de sable tient. Si vous l'inclinez trop, ça se met à couler. Voilà. Ça, pourquoi? Parce que les creux disparaissent, tout simplement. Maintenant, si vous êtes entre les deux, vous voyez que vous pouvez être soit à l'arrêt, soit ça coule, et puis il y a un angle plus petit, ou même si vous poussez, ça s'arrête. Donc vous avez bien vos deux angles, comme dans le sable, en fait, où il y a un angle, si c'est immobile, il y a un angle où ça démarre, il y a un angle où vous pouvez avoir les deux, puis il y a un angle en dessous duquel ça s'arrête, forcément. Et si vous écoutez bien, cette expérience-là, ça s'appelle le tac-tac, parce que ça fait tac-tac-tac-tac-tac-tac. Et donc, en fait, ce que vous entendez, alors là, il n'est pas très propre, hein, parce qu'il a beaucoup vécu. Donc, ça veut dire que la bille, elle descend à vitesse constante. Et cette fréquence-là, on peut la calculer assez facilement. Alors, si vous vous inquiétez, d'ailleurs, si vous voulez faire de la recherche plus tard, ou si vous voulez faire quelque chose de scientifique, et vous inquiétez que tout ce que vous avez, la recherche, ça devient très compliqué, parce que toutes les choses simples ont déjà été faites, et que ce qu'il faut faire, c'est quelque chose d'un peu plus compliqué. Ça, c'est un exemple que ce n'est pas vrai. Parce que ça, c'est un calcul qui est extrêmement simple. Et quand on a essayé mais qui n'avait jamais été fait, et quand on a essayé de l'écrire, de le publier, on a un référé qui nous a écrit « Oui, mais ça, un étudiant de deuxième cycle peut le faire. » Et donc, soit c'est vrai et c'est bien connu depuis longtemps, soit c'est pas vrai, et donc, dans tous les cas, il ne faut pas le publier. Alors en fait, il avait tort, c'est-à-dire que c'est effectivement très simple, on peut faire le calcul, mais ça n'avait jamais été publié, et pourtant ça donne la fréquence à laquelle les grains descendent. Et ce qui est intéressant, c'est que, donc il y a encore des choses simples qui restent à faire. Il y a juste des endroits que les gens n'ont pas regardé, où ils n'ont pas osé le faire. Et donc ce qui est intéressant, qu'est-ce qu'il y a comme dimension? Il y a le grain, il descend avec la gravité, et ce qui est important, c'est la distance. La diamètre des grains. Et donc, pour faire une fréquence, ce qu'on fait, c'est simplement, il y a une seule solution, c'est la racine de la gravité sur la distance. Et ce qui vous regardez ça, elle descend effectivement à une fréquence qui est 0,4, typiquement 0,4 de G sur D. Et si vous prenez maintenant la taille des grains de sable du Maroc, que vous calculez quelle fréquence ça donne, vous obtenez exactement le son qu'on entend, c'est-à-dire 100 Hz. Et donc, le son qu'on entend dans l'avalanche, c'est le son des grains qui se font du saut de mouton. Alors d'habitude, on n'entend rien.
quand on fait couler du sable, on n'entend rien du tout. Pourquoi? C'est parce qu'en fait, quand ils couchent dans le sable, quand ils coulent dans le sable, on est avalanche, là, l'empilement du tas de sable il est complètement irrégulier. Donc quand les grains se sautent dessus, ils se sautent dessus avec cette fréquence moyenne, mais en fait dans le désordre. Et c'est un peu comme les hélices qui battent toutes avec les fréquences différentes. Il y a des superpositions sonores, mais la plupart du temps, ça s'annihile les uns les autres. Donc on n'entend rien du tout. Par contre, si vous imaginez que tous les grains, toutes les couches de grains se mettent à monter en même temps et redescendent en même temps, ça peut faire du son. Parce que ce que vous avez maintenant, c'est toute la surface de l'avalanche qui monte et qui descend. Et ça, c'est exactement comme un haut-parleur, ou comme la caisse du violon, justement. C'est quelque chose qui pousse l'air et qui est très efficace pour émettre du son. Et en même temps, ce que vous avez, c'est tous les grains qui retombent en même temps. Et ça fait effectivement un impact sur le sol, et ça fait une onde sismique. C'est-à-dire qu'on sent le sol vibrer autour d'une dune qui chante. Donc si vous imaginez que tous les grains, au lieu de se faire du saut de mouton dans le désordre, se mettent à bouger en même temps et redescendre en même temps, se synchronisent, c'est possible de faire du son. Et donc là, ce qui m'avait donné l'idée, c'était un film qui avait été fait par des collègues. Donc là, vous voyez en caméra rapide, c'est un film de billes d'aluminium dans un canal. Et vous voyez que là, elles montent toutes en même temps. Enfin, ça dépend des moments. Et moi, elles se synchronisent, elles montent en même temps, elles retombent. Puis après, elles repartent, elles remontent, elles retombent. Donc là, c'est plutôt désorganisé. Et voilà, ça se réorganise. Hop, toc. Et donc si ça fait ça, la surface, globalement, elle monte et elle descend. Et ça, c'est capable de vous faire une émission sonore. Alors les calculs, ça marche. Hein. C'est-à-dire, on peut être surpris par les 110 décibels, mais en réalité, si vous avez les grains, ils montent typiquement quoi, d'un dixième de grain quand ils font du saut de mouton. Si vous avez une couche de 20 grains, ce que vous avez, c'est la surface qui monte de 2 grains. Vous allez me dire, une surface qui bouge de 2 grains de sable, c'est pas grand-chose. Par contre, quand vous regardez votre haut-parleur qui bouge, le haut-parleur, vous ne le voyez pas bouger. Parce qu'en fait, il n'y a pas besoin qu'il bouge beaucoup pour avoir une grande puissance. Et la puissance du son, c'est tout simplement 1,5 de la densité de l'air, fois la vitesse du son, fois la vitesse à laquelle ça oscille. Et si on fait le calcul, avec juste 2 grains, une surface qui bouge de 2 grains, on arrive aux 110 décibels sans aucun problème. Voilà. Et on a aussi l'onde sismique dans le sol. Donc on arrive à vérifier que c'est bien, que c'est raisonnable, que ce soit les grains qui synchronisent et qui fassent cette émission sonore. Donc ça, c'est un mode d'émission sonore différente, parce que c'est un mode justement par autosynchronisation de tous ces petits grains de sable ensemble. Alors pour vérifier la théorie, ce qu'il faudrait, c'est changer les paramètres. Donc en fait, il faudrait changer le diamètre de la dune, le diamètre des grains de sable. En réalité, ça c'est très difficile, parce que quand on a une dune, cette dune-là, en fait, elle a des grains de sable qui sont extrêmement bien triés. Pourquoi? Parce que le vent, quand c'est trop fin, il l'entraîne et il ne le dépose pas. Donc ça fait de la poussière. Et donc quand il y a des tempêtes comme au Sahara que je vous ai montré, le sable est capable de remonter jusqu'en Suède ou jusqu'aux États-Unis. Et vous savez, après les périodes de sirocco, il pleut un peu et toutes les voitures sont couvertes de poussière rouge. En fait, elle vient directement du Sahara. Et en fait, les grandes plaines céréalières des États-Unis ou du Chine, qui s'appellent du loess, c'est en fait des dépôts énormes géologiques de ces poussières de désert comme ça. Donc ça voyage beaucoup, et ça c'est déposé. Et après, quand c'est trop gros, le vent n'est pas capable de les prendre. Et quand c'est juste entre les deux, quand le vent est capable de les prendre et que c'est suffisamment lourd pour que ça se redépose, ben ça fait du sable de désert et ça fait une taille bien caractéristique. Et donc là, en haut de cette dune, on a une taille qui est bien caractéristique, qui dépend de la force du vent typique qui est là. Et donc, si vous voulez changer la taille des diamètres, si vous voulez la taille des grains de sable, vous êtes obligé d'aller ailleurs dans le monde pour avoir des vents différents. Et là, ce que je vais vous montrer, donc là, on a fait des mesures au Chili, en Chine et à Oman et ailleurs. Ce que je vais vous montrer, c'est voilà. Là, c'est au Cerro Bramador. C'est au Chili. Vous allez me dire que ce n'est pas une dune. C'est vrai. C'est un dépôt de sable le long de cette montagne-là. Et Cerro Bramador, ça veut dire le mont qui brame. Parce qu'effectivement, il fait beaucoup de bruit. Et le son est beaucoup plus grave, vous entendez. Et le son est grave parce qu'en fait, la taille des grains est beaucoup plus grosse. Et il est plus gros parce que le vent est plus fort, parce qu'il est c'est du vent qui est normal ici, mais qui est coincé entre les deux arêtes rocheuses. Donc il accélère. Et là, effectivement, les grains de sable sont plus gros que d'habitude. Et là, vous entendez deux sons, vous entendez deux fréquences. Un boum,
Pourquoi? C'est parce que vous voyez qu'il y a deux types de grains. Il y a des grains jaunes et des grains noirs. Les grains jaunes, c'est typiquement du feldspath, d'accord. Et les grains noirs, c'est typiquement des minerais de fer. Et cette région-là, elle est connue pour ses mines. Elle a beaucoup de minerais. Et les minerais de fer, il est plus lourd, et donc par rapport au vent, les grains que le vent était capable d'emmener, ils sont plus petits. Donc vous avez une séparation d'éléments, mais aussi de taille. Et ce que vous entendez au début, c'est une synchronisation des gros grains de feldspath, et à la fin, une synchronisation des grains de fer. Voilà. Alors on peut se promener comme ça dans le monde, et ça marche bien finalement. C'est-à-dire, voilà les différentes mesures qu'on a faites. Ça, c'est la fréquence prévue, c'est la fréquence mesurée, et en fonction de la taille des grains. Alors, ce qui se passe, c'est qu'il n'y a pas une variation énorme des tailles des grains. Pourquoi? Parce que les vents partout dans le monde sont à peu près de la même force. Et donc, la taille des tris sont à peu près les mêmes. Et il y a un cas qui est intéressant, c'est ces points jaunes, parce que c'est une dune qui est tout près de la mer, et qui a la particularité de ne pas être triée en grains du tout. Enfin, les grains sont encore très peu triés. Il y a une grande variation de taille des grains. Et quand on fait l'avalanche, au lieu d'avoir un beau sur une fréquence bien pure, on a des comme ça, des sons plutôt cuivreux, et c'est parce qu'en fait, elles résonnent à différentes fréquences, des fréquences très différentes. Mais si on prend les différentes tailles de grains séparément, et qu'on arrive à les faire chanter au laboratoire, par exemple sur une avalanche, eh ben on arrive à retomber sur les fréquences différentes, qui correspondent chacune à leur taille. Voilà. Alors ça montre qu'en fait, le chant des dunes, ça vient des grains de sable, c'est-à-dire que ça ne dépend pas de la dune. C'est vraiment les grains de sable qui s'autosynchronisent, c'est le mouvement des grains par gravité, il n'y a pas de résonance ou d'effet dans la dune, et du coup, on peut effectivement le faire en laboratoire, c'est-à-dire si on prend une planche qui est assez grande et qu'on fait couler assez de sable, on obtient le chant. Alors il n'est pas aussi beau que dans le désert, hein, mais on obtient du chant des dunes. Ce que ça veut dire, c'est que le chant, il est lié, pas à la dune, mais il est lié au sable. Parce que tout le sable ne chante pas et toutes les dunes ne chantent pas. Et donc il y a du sable qui est vraiment musical, et la preuve, c'est qu'on peut faire du son, effectivement, avec, de plein de manières différentes. Et là, vous entendez aussi, le son est différent. On peut faire du son, voilà. On peut même faire différentes notes, si on... Là, on peut le faire à la main, on peut le faire après, on peut le faire en fait aussi dans un laboratoire. En poussant du sable, on arrive à faire des notes différentes. En poussant plus ou moins vite ou plus ou moins de sable, on arrive à faire une gamme. Alors ça prouve que c'est le sable qui est particulier. Donc je vous en ai amené là. Je vous ai emmené du sable de la grande dune là, que vous avez vu au Maroc. Et donc il arrive à faire du bruit. Alors vous pouvez vérifier, il n'y a pas un petit animal dedans, c'est bien du sable. Et là, si vous écoutez bien, il fait un son qui est assez bon, qui est brut, mais qui est assez pur. Ça, c'est parce que le sable, il a vraiment, ce sable-là, il est particulier, il est extrêmement bien trié. Ils ont presque tous le même diamètre. Je vous ai amené aussi, vous êtes gâtés, du sable qui vient d'Oman, du sultanat d'Oman. Et là, c'est le sable que je vous ai parlé tout à l'heure, qui a des grains très, très différentes et qui fait du son très cuivré. Alors celui-là, c'est mon record de chant, si j'ose dire. C'est-à-dire que le sable, il chante, là, mais il chante aussi plus ou moins bien, plus ou moins facilement. Si vous allez en Chine, par exemple, il chante très difficilement. Aux États-Unis, c'est pas facile non plus. Mais le Maroc, c'est pas mal, et Oman, c'est extraordinaire. Voilà, vous avez entendu? Donc là, je le bouge à peine, et il fait déjà du bruit. Et si je le fais très vite, là, il fait un son qui est plus un son cuivreux. Vous entendez, hein? C'est un brap. Parce que justement, on mélange plein de fréquences différentes. Et on mélange des fréquences différentes parce qu'on a des tailles de grains différentes. Mais ça n'empêche pas de sonner. Alors lui, en fait, il est un peu capricieux. Hein, c'est-à-dire qu'il lui faut des bonnes conditions pour chanter. Il faut qu'il y ait qu'il ne soit pas trop humide, quoi, qu'il soit un peu chaud, un peu sec. Par contre, celui-là, il chante alors, dans toutes les conditions. Bon. Alors pourquoi est-ce que ces sables-là, ils font du bruit?
Alors que si vous jouez avec du sable, d'habitude, ça ne fait pas ça. Alors ça, c'est le dernier mystère qui nous reste, enfin, qu'on a un peu résolu, qu'on va voir maintenant, c'est que voilà une belle photo de sable musical marocain. Est-ce que vous voyez que c'est du sable qui chante, là? À vue de nez, non? Alors, ce qui se passe surtout, c'est que ce sable-là, il chante. Puis je vous ai dit, il est un peu capricieux, puis j'arrive à le faire chanter pendant un mois. Et au bout d'un mois, il va faire plus de son. Il va devenir aphone. Alors, on peut faire la psychothérapie du sable, c'est-à-dire lui dire, bon, bah, il vient du Maroc, hein, il fait chaud, il fait beau, et puis on l'amène à Paris en hiver, c'est normal, il déprime. Et donc, pour lui remonter le moral, on lui met des lampes qui chauffent. Là. On lui met des lampes qui chauffent, et ça, c'est effectivement, c'est un peu efficace. C'est-à-dire qu'on le met sous une grande halogène, il se remet à chanter un peu. Mais c'est palliatif. C'est-à-dire qu'on le met sous une halogène, on le triture pendant un mois, et là, il finit vraiment par devenir aphone et ne plus rien chanter du tout. Alors, on peut se dire, c'est triste, on est obligé de retourner au Maroc. Mais puis on peut aussi se dire, mais il faut quand même comprendre pourquoi c'est comme ça. Alors pour continuer la psychothérapie, quand on a le mal du pays, qu'est-ce qui nous manque? C'est pas seulement le climat, mais c'est... Là, pas seulement la chaleur, oui, parce qu'on l'a eu, c'est... Les... Voilà, la famille. Et donc en fait, je me suis dit, qu'est-ce qu'il y a de spécial autour de... Il y a des dunes qui chantent un peu partout dans le monde, mais pas vraiment toutes les dunes, et plus ou moins bien. Donc j'ai commencé à réfléchir, qu'est-ce qu'il y a de spécial dans ces dunes qui chantent? Autour des dunes qui chantent. Et un matin, je me suis réveillé en me disant, mais oui, il y a des lacs de sel. Alors vous savez qu'il y a des lacs de sel dans le désert. Vous savez pourquoi il y a des lacs de sel dans le désert? Voilà, mais si la mer est salée, pourquoi est-ce que la mer est salée? Alors, ça fait que reporter la question. En fait, non, il n'y a pas forcément de mer avant, mais d'où vient le sel de la mer? Ce qui se passe, c'est que le sable, comme le sel, c'est le produit de décomposition des roches. Les rochers sont à l'air libre ou à l'eau, et en fait, c'est agressif pour eux. Donc, ils finissent par partir en miettes, ça fait les sables, ou alors les grains finissent par être arrachés chimiquement, ça fait le sel. Et dans les pays, quand il pleut ici beaucoup, tempéré, en fait, toute l'eau qui passe nettoie les rochers, emmène ça dans les rivières, donc il y a un peu de sel qui est emmené, et ça s'accumule dans la mer. La mer, ça s'évapore, et il repleut sur les côtés. Et donc, le sel s'accumule. Alors, on peut dater comme ça l'apparition de la Terre avec la quantité de sel dans la mer. On a essayé, hein, ça ne marche pas, hein, parce que c'est beaucoup trop récent. Parce que ce qui se passe, par exemple, en Méditerranée, vous savez, la Méditerranée, à un moment, s'est fermée complètement, et elle s'est complètement évaporée. Et donc, au fond de la Méditerranée, on a à peu près 500 mètres ou 1 km de sel. D'accord. Et quand ça s'est réouvert et que l'Atlantique est rentré, ça n'a pas dissous le sel, et donc on a toujours le sel. On a aussi des mines de sel comme ça en Pologne, en Russie, ailleurs, qui sont des anciennes mers asséchées. Et ce qui se passe dans le désert, c'est qu'il ne pleut pas beaucoup, et donc quand il pleut un peu, ça en prend le sel avec lui, parce que l'eau et le sel s'aiment beaucoup. Par contre, il n'y a pas assez d'érosion pour aller faire des rivières jusqu'à la mer, et donc ça s'arrête au premier creux, ça s'évapore et ça fait des lacs de sel. Donc je me suis dit, bon, il faut, pour le restaurer, il faut lui faire un bain de sel. Et donc je prends mon sable, je le mets dans de l'eau salée, je le mets au four pour faire sécher. Et une fois qu'il est sec, j'essaye. Est-ce que ça marche ou ça ne marche pas? Ça ne marche pas? Oh, effectivement, ça ne marche pas. Mais comme je suis un chercheur, et quand on cherche, il faut insister. Parce que même si ça ne marche pas au premier coup, il faut que ça marche quand même. Et donc j'insiste, et je finis par avoir du goût de sel dans la bouche. Et ça veut dire qu'à force de secouer, en fait, il y avait du sel, j'ai fait de la poussière qui est venue dans ma bouche. Donc je me dis, la poussière, c'est pas bon pour faire chanter, parce que si on rajoute de la poussière à du sable qui chante, ça le tue, ça le rend aphone. Donc je me dis, il faut enlever le sel. Donc je prends le sable, je le rince, je le fais sécher jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de sel, j'y réessaye, ça marche ou ça ne marche pas? Si, ça marche. Ah oui, quand même, hein. Faut être optimiste un peu. Et ça marche, et effectivement, le sel, ce que ça veut dire, c'est que le sel est nécessaire pour faire chanter le sable, mais le sel est un catalyseur. Et qu'est-ce qu'on a fait, en fait? Donc voilà, ça c'est du sable usé, qui ne sonne plus. À vue de nez, vous ne voyez pas la différence? Si, vous voyez une différence?
Et bien en fait, ce que vous voyez, c'est que les grains là sont un peu plus clairs. Les grains sont transparents, c'est des grains de quartz arrondis, ça veut dire qu'ils ont voyagé pendant très longtemps, mais ils sont plus clairs que là. Là, vous avez les mêmes grains arrondis, mais ils sont recouverts d'une couche un peu jaune-orange. Donc ce qu'il y a autour de ces grains, c'est ce qu'on appelle la glaçure du désert. C'est ce que vous voyez là. Là, vous avez un rocher, je ne sais pas si vous voyez un petit bout de rocher. Vous voyez, il est noir, brillant. D'accord ? Vous avez ça, il vient de la vallée de la mort. Vous regardez, vous avez du sol couvert de rochers noirs brillants. Vous vous dites, ah, je suis dans un environnement volcanique. Parce que typiquement, c'est du basalte. En fait, ce n'est pas vrai. Vous regardez de l'autre côté, d'abord, il est rouge clair, rose clair, et vous le cassez, vous avez du calcaire quelconque. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il est recouvert d'un vernis qui le rend brillant, justement, comme du cirage, et il est noir parce qu'il contient des minéraux qui le rendent noir. Là, au Maroc, typiquement au même endroit, vous avez un rocher là, qui est brillant. Si vous regardez bien, il y a des stries d'érosion avec le vent, mais il est brillant, et de l'autre côté, en fait, c'est un calcaire tout bête. Pourquoi ? Parce qu'il est recouvert d'un vernis. Et là, ce que vous voyez, c'est que les grains de sable sont recouverts d'un vernis, et que là, après être usé, ce vernis a disparu. Donc là, ils sont bien recouverts, ils sont tous jaunes. Et là, le vernis a quasiment disparu, sauf dans certaines poches. Et ce qu'on a reconstitué, donc là, on voit les traces du vernis. Donc là, c'est au microscope électronique. Vous voyez qu'il y a c'est une sorte de peinture un peu pâteuse. Hein. Ça, c'est un quartz cassé. Et donc le quartz, normalement, il fait des cassures très propres. Et vous voyez que tout ça, c'est du dépôt. Et là, c'est du quartz usé. Donc le dépôt a disparu. Vous retrouvez la surface lisse du quartz. Et là, restauré, on a remis une couche de petits grains un peu sales. Et donc, ce que fait le sel, là, c'est des grains restaurés avec le traitement. Et si on met en même temps une lame de verre dans le gratin de grains au sel, quand on rince tout ça, sur la lame de verre, on voit des irisations. Ça veut dire qu'on a effectivement réussi à déposer une couche qui fait à peu près la longueur d'onde de la lumière, donc 400 à 600 nanomètres. Et c'est cette couche-là, qui est une couche de vernis, qu'on a réussi à remettre sur les grains. Donc voilà un autre zoom. Là, vous voyez la plaque de verre normale, et donc là, vous avez une épaisseur à peu près régulière de vernis qui a été déposée sur la plaque. Alors, c'est du vernis qui est mou. Hein. Donc, vous voyez, là, il y a déjà des traces d'usure. Il a été gratté. Et c'est pour ça qu'en frottant, en secouant les grains entre eux, on finit par l'abraser et le faire disparaître. Alors, c'est quoi ce vernis ? Les gens ne connaissaient pas trop, mais si on a regardé la composition, donc là, c'est sur un grain de titane, on regarde la composition au microscope, et on voit qu'on a de la silice, de l'aluminium, du calcium et du fer et du magnésium. Donc si je vous dis ça, vous allez me dire, oui, mais en fait ça, c'est les minéraux les plus courants dans la croûte terrestre, hein, donc c'est pas très intéressant. Mais si je vous dis aluminium plus silicium plus aluminium plus un peu de fer et magnésium, en fait, normalement, vous devriez dire, ah oui, mais c'est de l'argile. Parce que l'argile, c'est des silicates d'aluminium dopés au fer et au magnésium, par exemple. Et ça, l'argile, c'est justement quand les rochers se désagrègent, donc je vous ai dit, ils font des grains de sable et puis du sel, mais aussi les autres minéraux, ils finissent par se réassocier, et la fin de décomposition des roches, c'est typiquement de l'argile. C'est le produit final qui est l'énergie la plus basse, qui réagit le moins. Et donc, typiquement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a resynthétisé une couche, alors c'est pas très solide, effectivement, on a resynthétisé une couche d'argile autour des grains de sable. Alors, comment ça marche ? Normalement, le sel, c'est constitué de chlore et de soude, NaCl. Donc le chlore et la soude, c'est des acides et des bases très fortes. Mais si vous les mélangez entre eux, ils se neutralisent. Donc normalement, de l'eau salée, c'est pas très agressif. Par contre, ce qui se passe là, c'est qu'au lieu de faire de la chimie normale, c'est-à-dire au lieu de faire de la chimie de dissolution, et puis on rajoute de l'eau ou on rajoute des ingrédients, ce qu'on fait, c'est qu'on fait de la chimie d'évaporation. Donc on enlève l'eau. Et ça, c'est pas très étudié. C'est rare, en fait. Alors, on voit seulement ça dans le désert. Mais historiquement, c'est ça qui avait incité... Je ne sais jamais si c'est Berthollet ou Berthelot. Le grand chimiste, France. Berthelot, voilà. Et en fait, qui était compagnon, qui était en fait un des scientifiques envoyés par Napoléon en Égypte. Et il est allé dans le désert, et il a vu des lacs de sel, et avec des dépôts minéraux sur les bords, avec des sels de différentes couleurs. Et c'est ça qui l'a inspiré, et il est revenu faire de la chimie minérale à Paris, et son laboratoire était décoré à la mode égyptienne. Mais vous voyez que c'est de la chimie d'évaporation, et c'est très différent. Et ce qui a l'air de se passer, c'est que l'acide et le chlore et la soude, quand ils deviennent très concentrés, très secs,
avec très peu d'eau, ils redeviennent indépendants et donc ils redeviennent très agressifs. Et la soude est capable de dissoudre la silice et le chlore est capable de dissoudre les autres minéraux. Et une fois que c'est fait, on continue à évaporer. Et là, le sel, c'est justement ce qui est le plus polaire, ce qui préfère l'eau. Et donc le sel garde l'eau, typiquement, et redépose tout le reste sous forme d'argile homogène sur le reste. Et donc c'est comme ça qu'on interprète la création de ce vernis. Et donc voilà, je vais finir sur la recette, si ça vous intéresse, pour faire du sable qui chante. Donc on a réussi à en faire ici du sable qui chante artificiel. Donc là, vous avez ce qu'il faut d'abord, c'est surtout des grains ronds. Là, vous voyez les grains marocains. Il faut des grains un peu vieux, donc du quartz un peu arrondi, mais il faut des grains frais qui contiennent des minéraux pour donner les autres minéraux. Si vous avez que du quartz, ça ne marche pas. Là, vous voyez le sable de Doman, le record. La particularité, ce n'est pas la taille, parce qu'il est très polydisperse. Par contre, la particularité, c'est qu'il est vraiment extrêmement rond. Donc, vous prenez des billes bien rondes, comme des billes de verre, là, qui sont faites donc de manière industrielle. Vous secouez, ça ne fait aucun bruit. Vous mettez du sable normal en poussière. Vous faites le gratin de grains au sel plusieurs fois. Vous obtenez justement du sable qui est un peu plus gris. Donc vous rincez, vous enlevez la poussière, vous enlevez le sel. Un peu plus gris parce que vous avez le dépôt probablement d'argile autour. Et celui, il se met à chanter. Voilà. Donc ça, c'est du premier sable qui chante artificiel. Donc pour faire ça, ce qu'il faut, c'est des grains très ronds. Donc typiquement le sud des Landes, ce qui est dur, ou des billes de verre. Il faut rajouter des grains de composition variée parce qu'il vous faut la silice, il y en a toujours dans le verre ou dans le quartz, mais il vous faut de l'aluminium, du fer, du magnésium, surtout de l'aluminium d'ailleurs. Voilà. Alors vous pouvez, ça c'est quand vous prenez du sable réduit en poudre, vous faites un sable qui chante bio, si j'ose dire. Voilà. Mais vous pouvez le faire un peu dopé, donc vous pouvez rajouter des copeaux d'aluminium et de fer. Là, ça fait, vous pouvez rajouter de l'oxyde de fer, c'est super, ça marche très bien le fer. Et vous rajoutez ça dans l'eau salée, vous faites sécher au four plusieurs fois, et normalement à la fin ça marche. Voilà. Alors pourquoi est-ce que, si j'ai encore 2 secondes pour finir, pourquoi est-ce que c'est rare les dunes qui chantent? Parce qu'en fait je vous ai dit, il y a des dunes qui chantent à peu près partout dans chacun des déserts, mais toutes les dunes ne chantent pas et elles chantent plus ou moins bien. Si on voit cette recette, en fait, ça rend les choses assez difficiles, parce qu'il faut des grains très arrondis. Pour avoir des grains arrondis, comme ce grain de quartz là, ça c'est un grain de quartz dans une rivière, ce qu'il y a, c'est qu'il faut que les grains se promènent, ils se tapent les uns les autres. Donc c'est comme les galets, mais à l'échelle plus petite. Ils s'abrasent et deviennent ronds. Donc il faut des grains qui voyagent beaucoup. Si vous prenez des compositions variées, il y a des grains plus ou moins solides. Donc les grains les plus solides, comme le quartz, ils vont s'arrondir, ils vont rester. Et tous les autres grains, ils vont être complètement broyés et disparaissent. Donc si vous attendez très longtemps, comme au sud des Landes, vous avez du quartz pur. Maintenant, si vous avez du quartz, mais il est rond. Mais si vous avez du quartz pur, vous n'avez pas les autres minéraux pour faire l'argile et le vernis. Et donc il faut des grains vieux arrondis, avec en plus des grains un peu frais, qui ramènent les autres minéraux. Ça fait déjà une condition. Et après, il faut que ce mélange de grains de sable qui est un peu particulier, il faut que vous le mettiez près d'une zone d'humidité de temps en temps avec du sel. Et donc ça fait 3 conditions qui sont... donc je veux du désert, donc je veux être sec. Je veux du vieux sable, donc j'ai que du quartz, mais en fait je rajoute, qui sont contradictoires, je rajoute des grains frais. Et en plus, je veux être sur le bord du désert parce que je veux avoir un peu d'eau et de sel de temps en temps. Et donc c'est ces 3 conditions-là qui fait que ça devient assez rare d'avoir du sable qui chante. Et des dunes qui chantent. Voilà. Merci. Bien, merci beaucoup pour cette belle conférence. Est-ce que vous avez des questions? Certainement, je vous demanderai de la poser dans le micro afin que ce soit enregistré. Alors. Donc, il faut être obligatoirement dans un désert ou au bord d'un désert, par exemple avec les dunes des Landes, la dune du Pilat, ça ne marche pas? Voilà, tout à fait, parce que les grains sont bien arrondis, mais il n'y a pas les autres minéraux. Donc les grains ne sont pas parfaitement blancs, ils sont un peu jaunes parce qu'il y a un peu d'oxyde de fer, mais il n'y a pas vraiment de vernis, ce n'est pas suffisant pour faire ça. Alors par contre, il y a une chose dont je n'ai pas parlé, c'est qu'il ne faut pas confondre les dunes qui chantent avec les plages qui couinent. D'accord. Pourquoi je dis ça, c'est parce que la plage des Landes, c'est des plages qui couinent.
Et quand ça couine, c'est des choses qui sont très différentes. C'est que vous avez des sables, au contraire, pour que ça couine, il faut les landes sont connues parce qu'il y a beaucoup de surf. Il y a les vagues qui déferlent. Et en fait, les vagues qui déferlent, ça prend le sable, ça le retape. Et donc, en fait, les grains de sable, ils sont vraiment comme ce grain de quartz-là, ils sont très propres. Ils sont très nettoyés. Voilà un détail de grain de quartz qui vient des Landes. Il y a un peu de sel qui a séché, qui fait des cristaux. Mais vous voyez, vous avez une surface de quartz très propre avec des petites traces d'impact partout. Et ce qu'il faut, c'est que ces grains de sable-là, en fait, il faut qu'ils soient juste avec la bonne humidité pour que ça fasse du bruit. Voilà. C'est pareil, je vous ai mis le son avant, parce que sinon vous ne vous intéressez pas au son. Et vous entendez, par contre, la fréquence est beaucoup plus aiguë. Donc c'est vraiment, ça couine, on va dire, ça chante pas. Et la fréquence, en fait, c'est effectivement, on a pris du sable qui couine, comme ça, on l'a mis dans la même expérience, et ça fait les fréquences plus hautes. Et donc c'est vraiment un grincement dans ce cas-là. C'est vraiment, et il faut les grains comme ça, frais, avec la bonne humidité pour que ça se colle un peu entre eux. Et c'est un grincement. Et typiquement, ce que vous avez, c'est sur le bord des plages comme ça, vous avez la partie qui est trop mouillée, il ne se passe rien. La partie qui est trop sèche, il ne se passe rien. Et vous avez à peu près 1 mètre de large sur lequel ça couine, si la pente est trop pentue. Là, c'est un endroit qui est beau parce qu'il est vraiment très plat avec la bonne humidité. Mais typiquement, vous avez 1 mètre, et puis vous avez 1 mètre sur toute la longueur de la plage sur lequel ça couine. Mais ça, c'est un grincement, on va dire. C'est typiquement un grincement de grains, et ce n'est pas la même chose que le chant des dunes. Donc là, voilà, les landes couinent, mais elles ne chantent pas. Bien, d'autres questions ? Bonjour, oui, j'avais une question, c'était, est-ce que vous pourriez expliquer pourquoi le vernis, en fait, qui entoure les grains, donne cette propriété particulière? En fait, je ne l'ai pas expliqué, c'est une bonne question, mais je ne l'ai pas expliqué. J'ai montré qu'effectivement, le son, alors ça on en est sûr, le son est produit par le fait que tous les grains synchronisent. Pour que les grains synchronisent, on a absolument besoin de ce vernis, et le vernis suffit, puisqu'on a fait ça. Maintenant, comme vous le dites parfaitement, je n'ai pas expliqué pourquoi le vernis fait que les grains synchronisent. Alors là, on n'a pas d'explication définitive, mais on a une petite idée avec les mains. C'est que si je vous dis un objet rond recouvert de quelque chose de mou qui s'use et qu'il faut changer régulièrement, vous pensez à quoi? Des pneus, voilà, exactement. C'est-à-dire les pneus, c'est quand même mieux qu'ils soient ronds plutôt que carrés, c'est plus agréable. Et après, c'est mieux qu'ils soient recouverts de caoutchouc si on n'est pas des trains, si on n'est pas extrêmement lourd, parce que sinon, on n'a pas de frottement suffisant, on peut glisser. D'accord? Et donc, par contre, le prix à payer, donc le caoutchouc, ce qu'il fait, c'est qu'il fait un bon contact mécanique, ce qui fait que la roue roule sans glisser. Par contre, le prix à payer, c'est que c'est un peu mou et que du coup, ça s'use. D'accord? Et là, il semblerait que c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que les grains, si on veut que tous les grains montent et descendent, en fait, en même temps, il faut qu'ils roulent bien les uns sur les autres. Et c'est pour ça que c'est important que ça soit rond. S'ils ne sont pas ronds, ils peuvent se bloquer ou alors déraper. Et donc, s'ils sont recouverts, les billes de verre, par exemple, les billes de verre, c'est très rond et très lisse, mais en fait, c'est très mou. Donc, typiquement, quand vous prenez un sable normal, l'angle du tas de sable, c'est 30 degrés. Et là, l'angle des tas de billes de verre, je ne sais pas si vous le voyez là, il est plus faible, il est de 25 degrés. C'est vraiment très bas. Ça veut dire qu'en fait, les billes de verre, elles ont tendance à glisser les unes sur les autres. Et donc, il faut éviter ça. Parce que si on glisse, en fait, on ne roule pas. Maintenant, une fois qu'on a du vernis et que les grains roulent vraiment les uns sur les autres, il y a des problèmes de frustration mécanique, comme on dit. C'est-à-dire que si vous avez un grain qui roule comme ça, tout va bien sur 2 grains. Maintenant, si vous avez un autre grain ici qui roule dans la même direction, ici, il va risquer d'y avoir un frottement mécanique, un frottement entre les deux. Et donc, s'ils avancent et qu'ils descendent, mais qu'ils ne vont pas exactement à la même vitesse, ils risquent de se rentrer dedans et de frotter. Et donc, il semble que le sable préfère un système où il y a moins de frottement et où, en fait, ils roulent tous en même temps, mais quasiment avec des colonnes comme ça, où ils ne se touchent pas ici. Donc, ils diminuent le frottement et c'est ça qui fait qu'il y a du chant. Donc là, cette démonstration-là n'est pas complètement faite, mais manifestement, on voit que c'est nécessaire. Une question qui me vient là quand tu parles de ça, est-ce qu'on peut faire des simulations numériques
justement, qui décrirait le comportement individuel des grains de sable et qui permettrait de creuser ces explications et de s'assurer Oui, alors il y a des gens qui les ont fonctionnent. faites. Il y a des gens qui en ont fait, qui disent qu'il y a des synchronisations de mouvements. Mais moi, je suis toujours un peu méfiant, en fait. Hein, parce que c'est très dur de faire des simulations numériques de grains de sable avec des conditions mécaniques réalistes. Et donc, on met toujours alors, il y a des conditions plus ou moins ad hoc. Et après, il y a toujours une question de savoir est-ce que ce qu'ils voient, c'est vraiment de la synchronisation ou c'est du grincement, si j'ose dire. Donc, c'est jamais très, très net. Mais la simulation numérique, en plus, c'est une simulation numérique. Bon, maintenant, les ordinateurs font toujours des progrès chaque année, mais pour faire une avalanche qui sonne, il faut quand même pas mal de reins. Donc, faire une simulation numérique avec des grains tous différents qui interagissent mécaniquement entre eux, il faut en mettre beaucoup, beaucoup. Ça commence à devenir des très grosses simulations numériques. Donc, les simulations numériques que je connais, qui disaient qu'avoir vu du sable qui chante, pour moi, il n'y avait pas assez de grains pour que ça soit convaincant. D'accord. Est-ce que une dernière question? Oui. Bonjour. C'est quoi la taille maximale des grains de sable pour que ça puisse chanter la dune? Enfin, est-ce qu'il y a Je connais. Alors, ce que je vous ai dit, en fait, pour moi, il n'y a pas de limite. Hein. Je connais. Peut-être qu'il y en a une au niveau mécanique, que quand les grains sont trop gros, le frottement change. Mais je ne la connais pas, à vrai dire. Donc, ce que je vous ai expliqué, c'est que dans les vrais déserts, la taille des sables ne change pas trop. Mais a priori, on pourrait essayer de faire du sable synthétique avec du sable plus fin ou plus gros. Plus fin, il y a une limite parce que quand on devient trop fin, les forces de surface deviennent importantes. Et c'est ça qui fait la différence avec la poussière aussi. C'est que la poussière, en fait, elle se colle et après elle devient adhésive. Mais plus gros, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas faire du sable qui chante millimétrique? Ça, je ne vois pas a priori d'argument. D'accord, ok. Même avec des petits cailloux, des billes de verre de plusieurs millimètres, pourquoi pas, ou même un peu plus gros. Mais ce que je répète, c'est que là, les billes de verre, les billes d'aluminium, le film que je vous ai montré avec des billes d'aluminium, les billes d'aluminium, elles sont centimétriques. Hein. Et pour moi, elles chantaient d'une certaine manière. Sauf qu'en fait, elles chantent à une fréquence tellement basse qu'on ne l'entend pas. Et alors, on peut aussi dire aussi que dans ce cas-là, c'était aidé parce que c'était entre deux plaques de verre. Et donc, c'était deux dimensions. Et quand on met des billes à deux dimensions, il y a une tendance à cristalliser qui est très très forte. Donc il y avait aussi quelque chose qui renforçait ça. On pourrait s'intéresser à faire une même avalanche avec ces billes d'aluminium. Et si ça se trouve, elle chanterait. Mais il en faut une grosse avalanche avec beaucoup de billes. Voilà. Merci. Bien, merci beaucoup. Je pense qu'on peut remercier encore Stéphane pour cette belle conférence.